Alors, nous allons vous parler d'un projet qui s'appelle Verspera, et sous cet acronyme, en fait, se cache le nom de Versailles en perspective, et finalement qui a été transformé Versailles plan en perspective dans les archives. C'est un projet qui a été lancé en 2013 dans le cadre d'un LabEx, ce qu'on appelle un LabEx, c'est-à-dire un laboratoire d'excellence, au moment où ça avait été lancé par le gouvernement sur un emprunt de plusieurs millions d'euros pour financer les projets de recherche, et qui est abrité désormais, le LabEx s'est transformé en une fondation qui s'appelle la Fondation des sciences du patrimoine, et le but étant de numériser les plans d'Ancien Régime du château de Versailles, et il répond à 3 objectifs principaux, puisque le premier objectif, c'est de véritablement préserver un fonds fragile et précieux, les mettre à disposition du public et enfin modéliser rapidement des espaces à partir de plans anciens. Alors comment est né ce projet? Il se trouve que Raphaël Masson, qui était au centre de recherche à l'époque, qui est conservateur au château de Versailles, et moi-même nous nous étions rendus compte que la plupart des services du château disposaient de plans du château de Versailles dans différents endroits, de façon soit en photo, soit en images numériques, soit sous différents supports, et que chaque fois on les redemandait systématiquement parce qu'on n'avait pas un endroit où les centraliser, et on s'est dit que ça serait bien évidemment de disposer de tous ces plans une bonne fois pour toutes, et au moment de la création du LabEx, donc Patrima, patrimoine matériel, on a souhaité proposer ce projet de numérisation, sachant que le laboratoire d'excellence Patrima a toujours 2 volets. Il y a un volet évidemment patrimonial et puis un volet plus technique. Et il faut allier les sciences qu'on appelle les sciences exactes ou les sciences dures avec les sciences humaines. Donc il fallait vraiment trouver les 2 aspects. Donc autant si on avait l'aspect sciences humaines avec l'idée des plans d'Ancien Régime de Versailles, il nous a fallu trouver un aspect plus sciences exactes, et c'est la raison pour laquelle on a constitué un partenariat, donc sous l'égide de la Fondation des sciences du patrimoine, qui a financé le début du projet à hauteur de 70 000 euros, auxquels se sont ajoutés par la suite 50 000 euros du ministère de la Culture. Et parmi les membres du projet, donc ce projet est piloté sous l'égide du centre de recherche du château de Versailles, qui a porté le projet. Et donc pour répondre aux 3 objectifs, donc préserver un fonds fragile, le mettre à disposition et modéliser certains espaces, nous nous sommes rapprochés évidemment de 2 institutions patrimoniales qui disposent des fonds, en l'occurrence donc les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, et nous nous sommes rapprochés du laboratoire ETIS, qui est une unité mixte de recherche commune à l'NCA de Cergy, de l'Université de Cergy-Pontoise et du CNRS, et qui est spécialisée dans le domaine des sciences et traitement de l'information. Et on a pu donc lancer ce projet de numérisation, et qui dans un second temps avait un volet de modélisation. Pour évoquer plus spécifiquement le corpus, vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que ça représente environ 7500 dessins du fonds du secrétariat d'État de la Maison du Roi, dans la sous-série O1 des Archives nationales, notamment de la série VA, F21, F13 et la série N. Donc c'est à peu près 7500 dessins conservés aux Archives nationales, à peu près 560 dessins d'Ancien Régime à la Bibliothèque nationale de France, qui sont répartis à la fois dans le fonds qu'on dit Robert de Cotte, du nom de l'architecte de Louis XIV puis de Louis XV, et dans le fonds topographie de Versailles, donc à peu près 560 dessins, qu'on a aidé, notamment pour le fonds topographique, à dresser un inventaire, car il existait déjà, comme nous le verrons par la suite, déjà quelque chose pour le fonds Robert de Cotte. Ce fonds, vous le connaissez peut-être déjà un peu pour l'avoir vu dans différentes publications, dans différentes expositions. Je vous dis, c'est un fonds important, un fonds fragile, et c'est le plus gros fonds
de dessins disponibles de résidence royale, si ce n'est en France, au moins si ce n'est en Europe, au moins en France. Il est à rapprocher des fonds que vous avez en Suède, notamment Tessin, Kronstedt, Arleman, qui ont été mis également en ligne, mais on n'a pas de plus beau fond d'une résidence royale que celui de Versailles, et ce pour diverses raisons. Tout d'abord, parce qu'on est, avec le règne de Louis XIV, dans une administratisation, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas dans une bureaucratisation intense. Et Louis XIV, évidemment, comme Versailles se développe évidemment sous le règne de Louis XIV, même s'il a été créé sous Louis XIII, on va avoir tous les plans qui vont correspondre à ces constructions, ces embellissements, ces aménagements, ces différentes phases de construction, ce qui n'est pas le cas pour les autres résidences royales qui sont antérieures, comme le Louvre, où vous avez beaucoup moins de plans concernant toute la construction du Louvre. Donc on a ici un fonds exceptionnel qui est exceptionnel non seulement par sa qualité, par sa diversité, et qui est extrêmement précieux et extrêmement fragile, puisque vous avez des plans qui font quelques centimètres à des plans qui vont à plusieurs mètres. Parfois, vous avez des plans qui font 4 par 3 mètres, donc c'est des affiches de ce que vous avez dans la rue, des grandes affiches publicitaires. Et évidemment, ces plans sont d'une grande fragilité, donc le but c'est de ne plus avoir à les sortir pour les mettre à disposition. Donc là, voilà quelques exemples. Vous avez ici un plan du rez-de-chaussée du corps central qui est daté d'environ 1669-1670. Vous avez un plan légendé sans les ailes, avec les indications des appartements de madame, de monsieur, donc c'est-à-dire le duc et la duchesse d'Orléans, de mademoiselle, donc la grande mademoiselle. Vous avez également une esquisse des colonnes du salon central sur la cour de marbre et du salon de l'appartement des bains. Vous avez également la seconde chapelle près de l'appartement de la reine. Et d'après l'inventaire que je vais vous évoquer assez rapidement par la suite de Daniel Gallegern et Christian Bollez, il était initialement daté de 1672, entre 1672 et 1674, et il a été redaté de juillet 1669 par Jean-Claude Le Guillou et mis à jour jusqu'en 1670. Donc voilà le type de plan que vous pouvez trouver. Vous avez également ici des coupes des petits cabinets de Louis XV en 1732, où vous avez une coupe légendée des petits cabinets de Louis XV entre la cour des serfs et la petite cour intérieure du roi, où au premier étage, vous apercevez une pièce des bains surmontée d'entresol, et au second étage, la bibliothèque et son annexe, avec au dernier étage la pièce des fourneaux, à côté de la terrasse décorée de treillages. Je ne sais pas si on voit ma flèche, ici vous apercevez le treillage. Vous avez également à droite une élévation d'une face de lambris du petit cabinet de la reine, alors qui n'est pas mieux daté que XVIIIe siècle. Donc c'est le type de document que nous avons. Et pour en revenir au corpus, donc je vous ai dit 7500 dessins aux Archives nationales et 560 dessins à la BNF. En revanche, ça représente un corpus numérique bien plus important, puisque, évidemment, lorsqu'on prend en photo les documents, vous avez non seulement la photo du recto, la photo du verso, et également les photos nécessaires par rapport à des documents qui ont des retombes. Vous savez, ce sont ces petites bouts de papier qui viennent sur chaque plan pour signaler soit un aménagement, soit un entresol, soit des projets, etc. Donc un document peut être basique, être un plan à plat sur lequel vous n'avez strictement rien à faire, c'est-à-dire que vous avez une photo du recto, une photo du verso, s'il y a lieu, parce qu'il y a écrit plan de l'entresol de tel ou tel appartement. Et vous pouvez avoir des plans beaucoup plus compliqués sur lesquels vous avez une retombe, voire parfois une vingtaine de retombes, ce qui suppose de faire des dizaines de clichés pour un même document. C'est la raison pour laquelle, à terme, nous arriverons à peu près à 15 000 vues pour les documents des Archives nationales et à peu près 800 vues pour... nous sommes arrivés à 800 vues puisque c'est terminé le travail pour la BNF à partir des 560 dessins. Voilà le schéma final de répartition et de mise à disposition des images numériques.
En fait, dès le début du projet, il y a eu un principe assez simple qui avait été retenu. Chacun des partenaires, conservant les plans, restait propriétaire de ces plans et les mettait à disposition de son propre outil d'image. Donc en l'occurrence, les Archives nationales, ici vous voyez, pourra les mettre à terme sur sa salle des inventaires virtuels. La BNF les a d'ores et déjà mis sur Gallica et le centre de recherche récupère à la fois les images de la BNF et à la fois des Archives nationales pour les mettre à disposition du public sur sa banque d'images. Et ETIS, donc le laboratoire ETIS de l'Université de Cergy-Pontoise, récupère l'ensemble des images pour pouvoir les traiter dans le cadre du logiciel Verspera, dont on vous parlera tout à l'heure, et pour vous expliquer véritablement la manière dont tout cela va permettre des modélisations rapides. J'en viens à la mise en œuvre aux Archives nationales en fait, on a pu bénéficier, si on a pu se lancer dans ce projet, c'est qu'on disposait déjà d'un outil assez exceptionnel en les deux ouvrages qui ont été faits entre 83 et 89 par Daniel Gallegern avec Christian Bollez, qui ont fait un inventaire des dessins d'architecture concernant le château de Versailles. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est lancé avec Pierre Jugy, qui est conservateur général aux Archives nationales, dans le cadre de ce projet, on n'y croyait pas. Hein, c'était il y a une petite... maintenant, ça va presque faire 10 ans qu'on y pense. On s'est dit, on se lance parce que justement, on a cet outil. Et les Archives nationales ont pu faire une rétroconversion de l'ouvrage de Daniel Gallegern et de Christian Bollez pour en sortir un premier tableau informatique qui nous servait de base pour commencer à travailler. Et il a fallu faire un récollement intégral de cet inventaire papier et en ajouter des plans qui n'avaient pas été retenus par Daniel Gallegern et Christian Bollez. Et donc Pierre Jugy a augmenté cet inventaire par la série N, la série VA, etc. Et le but était de le compléter, donc vraiment de faire un récollement non seulement pour être le plus exhaustif possible sur les plans, mais également pour se rendre compte de un état des lieux des plans, pour savoir s'il fallait ou non les restaurer, puisque ce sont des plans qui sortent rarement ou qui sont dans un état, qui étaient dans un état parfois en état tout à fait catastrophique et qu'il fallait restaurer. On a divisé le corpus des Archives nationales en 3 corpus pour différentes raisons. Il se trouve qu'au départ, en fonction du budget qui nous avait été alloué par la Fondation des sciences du patrimoine, j'avais fait un budget avec des numérisations à l'unité si nous partions seuls. Et suivant notre budget, nous avions décidé de ne travailler dans un premier temps que sur le château, parce que nous n'avions pas les moyens d'aller au-delà du château. Il se trouve que et les Archives nationales et la Bibliothèque nationale de France ont décidé de prendre dans leur grand marché de numérisation ces nouvelles numérisations, ce qui a fait diminuer grandement le coût à l'unité de chaque prise de vue, ce qui fait qu'on s'est dit que finalement on allait traiter l'ensemble du domaine, c'est-à-dire à la fois château, dépendance et ville, de tous les plans qui étaient dans l'inventaire de Daniel Gallegern et Christian Bollez. Donc vous voyez la répartition du corpus. Actuellement a été mis en ligne uniquement le corpus AN1, ce qui représente à peu près 6000 vues, du corps central, Grandes Ailes, du Nord, Midi, aile de la Cour Royale, Vieille Aile et aile Gabriel et aile des ministres et Nord. Nous sommes en train de terminer le corpus AN2. Pierre Jugy est en train de relire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, pour voir comment fonctionne pour un tableau de récollement et un tableau de migration. Et enfin, le corpus AN3 qui sera moins difficile puisque ça concerne le jardin, etc. Il y a beaucoup moins de retombes, ce sont des vues qui sont beaucoup plus simples à traiter que tout ce qui concerne le château avec les réaménagements. Voilà le type de tableau qui est sorti de la rétroconversion et du travail réalisé par Pierre Jugy. C'est un tableau à 18 colonnes, un tableau Excel, avec autant de lignes que de clichés à prendre.
comprenant aussi bien les informations classiques liées au récollement que les informations destinées aux photographes, aux restaurateurs et au pôle informatique des archives. Donc, Benjamin vous le dira tout à l'heure, vous verrez le travail intensif que ça représente sur ces nombreuses lignes de reprise, parce que ce sont des milliers de lignes de tableaux Excel à reprendre sur 18 colonnes pour les AN et beaucoup plus pour le centre de recherche pour des questions de migration. Par rapport aux différents lots, je vous ai parlé du moins des différents corpus, vous avez les corpus AN1, AN2 et AN3, et dans ces corpus ont été eux-mêmes subdivisés en plusieurs lots en fonction de l'état de conservation des documents. Le lot 1 était celui qui ne présentait aucune difficulté, c'est-à-dire que vous aviez des documents qui étaient en bon état et qui pouvaient partir immédiatement en numérisation par un prestataire extérieur. Le lot 2, en revanche, c'était des documents qui devaient être numérisés en interne par le pôle image des Archives nationales en raison de leur fragilité, mais ne nécessitant pas de restauration préalable. Et enfin, le lot 3, c'est le plus critique, c'est-à-dire que ça nécessitait une reprise des documents, une restauration du document sur place et une prise de vue sur place parce que le déplacer aurait été trop dangereux pour le document. Alors voilà comment s'est faite la restauration. Vous voyez la taille des plans. Ici, vous avez déjà un plan qui est relativement important. Donc il y a d'abord l'équipe de restaurateurs a été extrêmement mobilisée aux Archives nationales et donc vous avez ici la préparation par humidification avec la mise à plat après restauration. Donc dans un premier temps, là vous avez le plan qui a été restauré. Après vous avez une humidification avec la création d'une atmosphère confinée et humide contrôlée, comme vous pouvez le voir ici. Et après vous avez une mise en tension du plan pour sa restauration, la fin de sa restauration. Vous avez également ici la conservation des plans qui ont été restaurés et tout ce travail de récollement pièce à pièce a permis également de revoir la manière de conserver les plans, non plus pliés mais à plat et dans le cas de grands formats ou de papier dit japonais, d'innover en fabriquant au sein des Archives nationales des conditionnements spécifiques comme vous pouvez le voir ici. Sachant qu'auparavant, tous ces plans étaient conservés au sein des Archives nationales dans son lieu historique, dans l'hôtel de Rouen, Soubise, à Paris, et dans des vieilles armoires métalliques où ils étaient pliés en plusieurs fois. Le but étant maintenant que les grands formats soient roulés et mis le plus possible à plat, ou en tout cas roulés dans de bonnes conditions, comme vous pouvez le voir en haut. Ensuite, il a fallu, après restauration, passer à la numérisation, et tout cela se faisait en fonction de la taille des documents. Donc, vous voyez différentes techniques. Vous avez une hotte aspirante, là, en haut à gauche, vous posiez le document. Et donc, il y avait des procédures innovantes pour faire face à des défis techniques, notamment dus aux dimensions de certains plans qui, je vous le rappelle, pour certains, faisaient entre 3 mètres par 4 mètres. Et donc vous avez différents supports, ici un mur aspirant, ici un simple scan, un scan professionnel, ce n'est pas un simple scan, mais de documents de petite taille à plat, et ici vraiment pour les très grands formats, et ça a été rendu possible grâce au déménagement de ces plans à pierre-fitte d'une partie des Archives nationales. Et lorsque le document est vraiment très très grand, comme ici, ils ont fait des prises de vue segmentées, c'est-à-dire qu'ils ont pris progressivement en photo les plans et ils ont raccordé les plans au pixel près, informatiquement, ici, chaque photo pour les faire. Je vais laisser la parole maintenant à Benjamin pour vous parler plus spécifiquement de la BNF et du centre de recherche. Alors, notre deuxième partenaire en ce qui concerne la conservation de ces plans est donc la BNF. Là, les choses se sont passées un tout petit peu différemment. Pourquoi ? Eh bien parce que, si vous vous souvenez, il y a deux fonds, le fonds Robert de Cotte, du nom de l'architecte de Louis XIV puis de Louis XV, et le fonds Versailles de la collection topographique du département des estampes et de la photographie. Il se trouve que le fonds Robert de Cotte était déjà numérisé et était déjà en ligne sur Gallica, ce qui fait qu'ils ont pu nous être livrés directement
et ce, avec l'inventaire qui avait été réalisé par Daniel Fossier à la fin des années 1990 et qui nous ont permis ainsi de récupérer des notices complètes sur chaque plan ou élévation. Ce qu'il a fallu faire par contre pour le Fonds Versailles de la collection topographie, c'est dresser un véritable inventaire et le centre de recherche a payé quelqu'un pour aller à la BNF réaliser cet inventaire pour pouvoir ensuite réaliser les numérisations et que l'on puisse en disposer ensuite pour les retravailler et envisager leur mise en ligne sur notre banque d'images. Alors je vais vous montrer quelques exemples de ces documents parce qu'en fait, Mathieu vous a parlé de la manière de numériser aux archives nationales, c'est strictement la même à la BNF et évidemment quand il y a eu besoin de restauration, c'est exactement les mêmes techniques qui ont été mises en œuvre. Vous montrez ces fonds parce qu'ils sont complémentaires de ceux des archives nationales et ils ont des choses assez agréables comme ici. Vous avez le dessin du pavé de marbre pour la salle des bains à Versailles vers 1690. Donc vous avez des éléments qui sont des dessins d'art décoratif très colorés, avec aussi le dessin du parquet de marqueterie de la petite galerie dite de Mignard. Donc c'était vraiment des choses très intéressantes pour nous parce que ça permettait de rajouter cette dimension qui n'est pas forcément présente dans les documents qui sont aux archives nationales, qui est cet aspect d'art décoratif. Vous avez également, de manière plus classique, des plans qui sont le plus souvent des plans dits au propre. Autant aux archives nationales, vous allez avoir des projets, des esquisses, etc. À la BNF, le plus souvent, ce sont des plans vraiment réalisés pour être conservés. Alors ici, à gauche, vous avez le plan général du château au rez-de-chaussée vers 1685 et aussi des plans de bosquets, comme ici le bosquet de la Montagne d'Eau vers 1673. On est sur des choses qu'on a moins, c'est vrai, aux archives nationales. Autre exemple, ici pour le plan de Trianon, suivant un projet cette fois-ci en effet du roi, on est le 22 septembre 1687, et aussi très intéressant des élévations géométrales de la cascade ici de Trianon, mais de beaucoup de bosquets qui n'existent absolument pas aux archives nationales et qui viennent compléter une dimension, je dirais, verticale et documentaire très intéressante pour nous. Enfin, vous avez ici un autre élément très intéressant, c'est que dans ce fond de la série de topographie, il y a beaucoup de gravures, gravures d'architecture, gravures de plans. Alors là, vous avez le plan général du bâtiment de la Grande Aile du Nord avec le projet de chapelle au centre et de salle de spectacle au bout. Donc ce sont les deux choses qui ne seront pas réalisées mais qui étaient projetées. Et en haut, une vue, une élévation du grand escalier du château de Versailles, dit escalier des ambassadeurs, une représentation qui pour nous du coup est intéressante puisqu'elle vient compléter les élévations que nous pouvons avoir aux archives nationales d'un point de vue là beaucoup plus fin en termes de réalisation. Alors cette présentation que je viens de vous faire du fond de la BNF est bien sûr bien plus succinct parce que vous l'avez compris, c'est un peu le même principe entre les deux fonds, entre les archives nationales et la BNF. Ce qui nous a fortement impacté au centre de recherche ensuite, c'est tout le travail qu'il a fallu mettre en œuvre et que je souhaite aborder maintenant pour pouvoir mettre à disposition de tout un chacun ces images sur notre banque d'images. Avec plusieurs choses. Pour préparer la mise en ligne, le CRCV a déployé toute son énergie, et ce depuis plusieurs années, pour retravailler les données qui avaient pu lui être fournies avec plusieurs objectifs. Une relecture ligne à ligne du tableau pour vérifier des choses très simples comme des coquilles par exemple, mais aussi des incohérences, des vérifications techniques. Est-ce que l'image va bien avec la ligne et les éléments techniques que l'on nous donne, orientation des images, chemin des images, etc. Correction éventuelle aussi des notices scientifiques. Pourquoi ? Parce que Mathieu vous en a parlé, je vous en ai parlé pour la BNF. Le catalogue Gallegern date des années 1980, celui de la BNF de la fin des années 90. Depuis, l'historiographie a bougé, beaucoup de choses ont été découvertes et publiées. Une bonne partie du travail du centre de recherche a été de mettre à jour, en fonction de ce qui avait pu être fait pour les expositions ou dans des revues ou autres, les informations dont nous disposions pour certains plans qui le nécessitaient.
Nous avons souhaité aussi, c'était un apport assez important, compléter les notices avec l'identification plus fine des personnages, des lieux mentionnés sur les plans, affiner évidemment tout ce qui est datation pour aider à la recherche, enfin de retranscrire, ce qui n'avait pas été le cas dans les deux inventaires qui nous ont été fournis, toutes les inscriptions qui figuraient sur les plans. Et je vous en montrerai tout à l'heure des exemples. Enfin, le but a été de générer des index par mots-clés permettant, in fine, sur la banque d'images, de pouvoir retrouver des plans facilement et rebondir d'une notice à une autre. Alors, je vais vous montrer maintenant l'outil de torture, notre tableau de migration qui est passé donc de 18 à 33 colonnes. Il s'agit ici du tableau de migration du CRCV pour les archives nationales. Pourquoi 18 colonnes? Eh bien parce qu'il y a autant de colonnes que d'informations qui vont être diffusées sur la banque d'images, donc autant de choses qui peuvent s'afficher, et autant aussi de données techniques pour la migration, c'est-à-dire pour les informaticiens. C'est un travail extrêmement long. À terme, c'est donc la relecture de à peu près 15 000 à 16 000 lignes qu'il faudra effectuer. Et nous attendons, toute l'équipe attend donc le deuxième corpus qui va concerner les jardins pour travailler cette fois-ci sur à peu près 4 000 lignes et pour permettre une mise en ligne d'ici un an et demi en fonction du temps que vont prendre toutes les vérifications et les ajouts auxquels nous procédons. Alors, l'immense intérêt de ce travail, c'est aussi parce que en ayant cet accès à toutes les images, à toutes les notices en même temps et numérisées, ça nous permet de faire des corrections que la consultation dans les cartons sur place n'aurait pas permise. Un exemple. Vous avez ici une élévation. Je vous ai mis à droite la notice fournie par les Archives nationales, qui est issue du catalogue de Madame Gallegern. Vous avez une élévation qui a été désignée dans le catalogue donc comme celle située au bout de la Grande Galerie. Nous serions en 1715 pour la venue de l'ambassadeur de Perse. Il se trouve qu'en compulsant tous les autres documents que nous avions à notre disposition, et en l'occurrence ces deux plans, qui représentent les dispositions du bout de la Grande Galerie à deux moments bien précis, en 1715 pour la venue de l'ambassadeur de Perse, mais aussi en 1742 lors de la venue de l'ambassadeur turc. J'attire votre attention sur les deux loges qui sont de chaque côté du dais et donc du trône du roi, que l'on retrouve non pas en 1715, mais en 1742. Cette simple comparaison qui prend 2 clics aujourd'hui grâce à la numérisation nous a permis de mettre à jour les notices et donc dans notre tableau, je ne sais pas si on le voit très bien ici, mais tout à gauche, voilà, les colonnes qui sont en rouge, c'est toutes les informations que l'on a pu ainsi changer et mettre à jour et on rebascule aux Archives nationales nos découvertes pour qu'eux aussi puissent mettre à jour leurs données. Autre exemple, vous avez ici un plan avec une retombe dont vous parlait Mathieu tout à l'heure, de logement situé dans un pavillon situé à l'extrémité de l'aile du Midi. À droite, vous avez la notice qui était fournie par l'inventaire Gallegern. Le travail du centre ici a été de retranscrire toutes les petites inscriptions manuscrites que vous pouvez voir sur le plan, d'indexer les personnes notamment en les identifiant. Et au final, quand on va sur la notice de la banque d'images, donc vous voyez le passage de la notice du catalogue Gallegern à celui de la banque d'images, on démultiplie les quantités d'informations, outre évidemment le titre, la date, etc. Vous voyez apparaître les mots-clés, vous voyez apparaître les personnes, et dans le bloc central, entre guillemets, car ce sont des citations, tous les petits mots, toutes les phrases, tous les blocs d'informations qui n'étaient pas transcrits jusqu'ici et que nous avons transcrits pour le donner à lire aux personnes qui consultent la banque d'images. L'immense intérêt aussi, c'est que ça a permis de première exploitation du corpus numérisé au sein du centre de recherche et du château. La première, c'est l'utilisation dans le cadre de travaux de recherche. Le centre de recherche dispose chaque année d'un groupe de recherche dit Versailles à l'école du Louvre, qui fait travailler sur des sujets qui concernent le château, Trianon, mais aussi Marly et d'autres lieux. L'immense intérêt, c'est que pour la première fois, il a été possible de donner aux élèves, sans qu'ils aient à se déplacer aux Archives nationales, et parfois essuyer un refus en vue de la qualité, en tout cas de l'état sanitaire de ce document, ils ont pu consulter l'intégralité des plans, l'intégralité des élévations et travailler notamment, j'avais donné à travailler sur les salles des bains à Versailles, dans des conditions de facilité de recherche totalement nouvelles qui n'étaient pas possibles jusque-là.
Assez souvent également, la conservation nous demande des plans et utilise la banque d'images pour pouvoir mener à bien des nouvelles installations, et notamment au tout début de la recréation de la pièce des buffets qui vient d'être inaugurée. Marie-Laure de Rochebrune a utilisé la banque d'images et les numérisations de Verspera pour retrouver les plans anciens des pièces des buffets, pour voir comment elles étaient faites, etc. etc. Enfin, pour la première fois aussi, ça a permis de préparer une exposition à Versailles qui s'appelait Versailles Architecture rêvée de 1660 à 1815. Nous avons travaillé avec Elisabeth Maisonnier, qui était la commissaire, sur les images numérisées, ce qui a permis de faire une première sélection, alors que d'habitude, le conservateur est obligé d'aller sur place et de regarder tous les plans qui potentiellement peuvent l'intéresser. Et donc, ça a un souci en termes de conservation, évidemment. Et vu la qualité des numérisations que nous avions, que nous mettons sur la banque d'images, ça a permis d'accélérer grandement son travail et la mise en place de cette exposition. Alors, voilà pour ce qui est du travail au sein du centre de recherche qui, vous l'avez compris, est toujours en cours, puisque nous allons attaquer le second corpus, et il y aura donc le troisième dans quelques années sur la ville. Et je voudrais vous parler maintenant de la partie modélisation. Parce que Mathieu vous l'a dit, une partie de ce projet était de travailler avec des informaticiens. Le laboratoire ETIS, spécialiste dans le traitement des données issues des images, en fait. Et donc pour eux, l'immense intérêt était qu'ils pouvaient extraire de nos images numérisées des informations. Et donc potentiellement, c'est ce qu'ils nous avaient proposé et qu'ils ont su mettre en place, de créer un logiciel qui pourrait, à partir de ces plans anciens, et non pas à partir de plans actuels, des élévations en 3D. Alors, je vais revenir un petit peu sur comment tout cela fonctionne. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, la 3D. Depuis très longtemps, ce sont des choses qui sont mises en place, notamment avec Cluny numérique et ce genre de projet, pour des buts de conservation, évidemment, de choses qui ont disparu, de valorisation aussi en termes de muséologie, pour faire découvrir des choses. Sauf qu'à l'époque, ce sont surtout des numérisations 3D au laser, par photographie, par photogrammétrie. On part de l'existant, ou on part de ce que l'on peut retrouver. Le principe de ce qu'a voulu faire ETIS est totalement différent. Ils ne repartent pas de l'existant, ils repartent de ces plans, et c'est là une innovation tout à fait particulière. Donc voilà, vous avez un peu les exemples de ce Cluny numérique qui est assez emblématique de ce qui a été réalisé à une époque en 3D adapté au patrimoine. Leur but, les objectifs en tout cas, pour les historiens et les archivistes, cette modélisation, cette 3D, c'est de mieux comprendre la distribution des lieux, le fonctionnement, les usages du château. Voir un plan, c'est une chose, le voir en 3 dimensions, comme on pourrait être dans le lieu même au château, c'est tout à fait autre chose. C'est aussi pouvoir comparer les évolutions architecturales. Le château n'a pas été créé dans un état A, et il ne l'est pas resté jusqu'à aujourd'hui, il a évolué. Et donc ça peut permettre de voir des choses qui ont bougé, et notamment ces vocations successives. Et aussi pour le grand public, eh bien, ça peut permettre de mieux appréhender l'espace du château et surtout d'appréhender des lieux emblématiques disparus, mais on va en reparler tout à l'heure. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails très poussés pour vous expliquer ce qu'est la 3D. Juste avant de commencer peut-être de vous expliquer comment ils ont fonctionné, pourquoi ils en sont arrivés à ce logiciel, c'est qu'ils ont testé tous les logiciels qui existaient d'architecture et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien qui pouvait répondre au fait qu'ils devaient traiter des plans anciens. Donc ça, Benjamin va peut-être y revenir, parce que comme on le verra, il y a les problèmes de pliure, d'écriture, de choses comme ça, de traits qui ne sont pas réguliers. Et donc, eux, leur grand intérêt pour le laboratoire ETIS, c'était évidemment d'inventer quelque chose de nouveau et de ne pas utiliser un logiciel existant. Et donc, c'était vraiment de transcrire ce que disent les plans. Voilà. Tout à fait.
Et c'est vrai qu'ils utilisent pour ça des techniques tout à fait classiques, qui est la modélisation 3D telle qu'on la pratique depuis très longtemps. Donc ici, vous avez le principe même, c'est un nuage de points. Donc on commence à deviner ce que ça représente, mais ce ne sont que des points. L'étape suivante, évidemment, c'est on relie ces points, on crée ce que l'on appelle des arêtes, qui composent en fait in fine des triangles, ce qui va servir à la modélisation. Vous voyez que ça prend forme, et on peut ajouter sur tout ça, une fois que vous avez ces triangles et ces arêtes, un habillage qui est ici quelque chose de tout à fait lambda et qui permet de voir qu'il s'agit d'un lapin. Ce principe tout à fait basique, c'est le principe qu'ils ont choisi d'adapter et de mettre en place dans le logiciel Verspera, de manière évidemment un peu plus poussée, un peu plus complexe, et notamment à cause des documents qu'ils devaient traiter. Pourquoi? Parce que déjà il y a une certaine variété, vous avez des plans, vous avez des élévations. C'était leur point de départ et ils devaient faire avec, si j'ose dire. Il n'était pas question de prendre des plans faits par les architectes aujourd'hui du château, mais bien de partir de ces plans anciens. Par définition, ces plans présentent un certain nombre de spécificités que ne vont pas avoir les plans aujourd'hui. Tout d'abord, ils sont dessinés au XVIIe siècle, avec des instruments pas aussi précis qu'aujourd'hui. Les éléments ne sont pas représentés de la même manière, tout ce qui concerne les escaliers, les fenêtres, ne sont pas représentés de la même manière qu'aujourd'hui. L'épaisseur des traits n'est pas forcément cohérente tout le temps. Et en plus, vous avez tout ce que l'histoire du document apporte, c'est-à-dire les pliures, le filigrane des archives nationales, qui permet de l'authentifier le document. Et même si la photo est prise avec le plus grand soin, ces choses-là apparaissent, et notamment apparaissent les indications qui sont au verso. Donc c'est autant d'informations que le logiciel devait pouvoir traiter pour arriver à un modèle 3D propre. Et qui nécessite donc, et Mathieu vous l'a dit, un développement spécifique. Alors voici rapidement le principe du logiciel. L'intérêt, c'est que les deux phases de la chose dont on va vous parler aujourd'hui, vous avez une phase en vert qui est le logiciel Verspera vraiment en soi, et la phase bleue qui est l'habillage. Parce qu'en fait, l'habillage est réalisé par une autre entité à partir de ce que le laboratoire ATIS fournit. Alors, pour vous donner une petite chose, le principe général, le logiciel Verspera détecte une chose qui, pour le modèle 3D, est essentielle, les murs principaux. Donc, pour ce faire, on part ici d'un plan autour de la cour de marbre. Aussi amusant que ça puisse paraître, il faut réduire la qualité des images. Parce que le logiciel n'a pas besoin d'une image avec une définition aussi poussée que celle que nous leur fournissons. Donc ils réduisent largement les images et ça suffit amplement pour pouvoir développer quelque chose. Ensuite, on enlève la couleur. La couleur porte un sens. Le rouge, par exemple, c'est tout ce qui est projet. Le jaune, c'est les démolitions. Le noir, c'est ce qui existe. Mais pour eux, l'intérêt n'est pas là immédiatement. Donc ils passent en noir et blanc, qui est la seconde étape. Troisième étape, binarisation, noir-blanc. Oublions les gris, car c'est cette différence entre le blanc et le noir va permettre de calculer ce qui est fondamental, à savoir les murs. Grâce à des outils de morphologie mathématique très classiques, et notamment que l'on appelle une espèce de petite boule qui s'appelle une érosion de boule unité itérée, pour vous donner le terme exact. Le principe, c'est comme si vous imaginiez le contour d'une pièce et de faire rouler cette bille autour des contours. Elle revient à son point de départ. Vous avez un premier carré. Vous la faites descendre d'un cran, etc., etc., etc. Et vous avez donc, à partir de votre mur général, tout un échelonnement de niveau jusqu'au point 0 au centre de la pièce. À partir du moment où vous dites à l'ordinateur « je ne veux que ce qui est juste à côté de mon mur », c'est-à-dire mon mur plus ma bille plus 1 ou plus 2, vous ne gardez quoi? Que les murs généraux. Et vous obtenez ce qui permet après de faire ce modèle. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que ce passage de la couleur au noir et blanc, à la binarisation, à ce seuillage qu'on réalise après, se fait très, très rapidement.
c'est aussi une des grandes innovations d'ETIS, c'est d'avoir fait un outil très rapide. Donc là, on n'obtient vraiment que le contour de ce qui nous intéresse. Et en fait, quand on élimine et qu'on ne garde que ce qui nous intéresse, on obtient des segments. Un segment, c'est 2 points reliés. Si vous reliez tout ça ensemble, vous obtenez une facette, vous obtenez des triangles, et donc, in fine, vous obtenez de quoi faire un modèle 3D. C'est aussi simple, si j'ose dire, que ça. L'intérêt pour nous, et pour eux, évidemment, c'est que c'est extrêmement rapide. Ils ont souhaité développer autre chose pour compléter, c'est de prendre en compte les escaliers. Parce que vous l'avez vu, ici, jusqu'ici, on ne prend en compte que les murs principaux. On peut choisir aussi les murs plus fins, mais les escaliers, ils se sont dit que ça pouvait être un élément intéressant. Ils ont fait une banque d'images d'escaliers, avec tous les types d'escaliers qu'ils pouvaient trouver sur escalier droit, en retour, semi-circulaire. Et ils ont mis en place un petit système qui permet à un opérateur très facilement de sélectionner la cage d'escalier avec un carré, un rectangle au choix. Le logiciel repère qu'il y a des marches, aligne les choses et vous fait un escalier, vous pense la modélisation directement derrière. Ce qui permet, alors là vous avez le modèle 3D de ce que l'on vous a montré tout à l'heure, et imaginons qu'il y ait pu y avoir un escalier, il suffirait de le rajouter dessus et il serait incrusté, à partir de ce petit système créé dans le logiciel Verspera. L'immense intérêt qui les intéressait vraiment beaucoup aussi, c'est que, est-ce que ça marche en dehors de Versailles? Donc ils ont été chercher sur des dessins mis en ligne sur Gallica, donc la BNF, et qui concerne ici l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Ils l'ont passé dans le logiciel Verspera et vous obtenez le modèle 3D que vous avez à droite. Alors, on parle bien de modèle 3D. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose qui est habillé, c'est très simple. Ça permet en tout cas d'avoir une idée en 3 dimensions des pièces, des enchaînements et des murs principaux et des murs intermédiaires. Ils ont souhaité aussi utiliser les élévations. Parce qu'on a des plans, certes, mais on a aussi des élévations de ces lieux. Et donc, ils ont développé un petit système qui permet, encore une fois, à l'opérateur de sélectionner sur une image la partie utile et de pouvoir l'appliquer sur la modélisation créée à côté à échelle et qui permet, vous le voyez sur la modélisation à droite, de bien se positionner et de voir les choses avec, cette fois-ci, je dirais, un aspect visuel que le modèle 3D ne permet pas immédiatement. Alors, un autre modèle 3D, c'était ici la chapelle. Juste vous dire que la hauteur des murs est arbitraire. C'est-à-dire que comme c'est un plan au sol, ils choisissent, dans un premier temps, avant que l'on leur donne la vraie dimension et qu'ils appliquent les élévations, ce qu'on peut voir par exemple ici, une hauteur arbitraire qu'ils varient après assez facilement aussi pour pouvoir faire correspondre. Alors ici, vous avez la chambre du roi, celle de 1701, avec à côté la salle du conseil telle qu'elle était avant le milieu du XVIIIe siècle. L'immense intérêt de cette création d'ETIS, de ce logiciel Verspera, c'est donc de pouvoir analyser les plans anciens. C'est capable de créer rapidement, je crois qu'on peut dire en moins de 10 minutes. Oui, c'est en moins de 10 minutes. C'est semi-automatique voilà. En fait. C'est vraiment une semi-automatisation des plans à partir de plans coupe-élévation. On met ça dans l'ordinateur et ça se fait. Il y a juste pour certaines opérations, comme vous l'a dit Benjamin, par rapport aux escaliers, où là vous devez effectivement intervenir. Mais en 10 minutes, vous pouvez avoir le modèle 3D que vous avez vu auparavant. Tout à fait. Pour vous donner une idée, modéliser les escaliers, c'est 2 minutes. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très fluide. Ça rend possible, ça c'est sûr, la visualisation et le parcours dans des espaces disparus. Et ça, c'était quelque chose de très important. Pouvoir restituer quelque chose qui existe, c'est une chose, mais on peut y aller encore. Restituer des espaces qui ont disparu, c'est beaucoup plus important, et notamment des espaces qui ont pu être modifiés, et surtout applicables à d'autres monuments. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu pour vous parler de... Pour revenir là-dessus aussi, pour ces logiciels-là, ce sont des logiciels qui sont en open source.
C'est-à-dire qu'on peut, là pour le moment ils ne l'ont pas mis à disposition, mais c'est-à-dire que si vous avez n'importe quel logiciel de 3D qui est disponible sur Internet, vous pouvez circuler à partir des modèles qu'on vous a présentés. Alors on va en venir maintenant plus spécifiquement sur les premières applications un peu plus habillées, parce que ce que vous avez vu évidemment c'est quelque chose d'extrêmement brut, tel que vous l'avez vu avec des modèles de grilles, des parquets qu'on s'amuse à appeler des parquets Ikea, avec des choses comme ça. Néanmoins, nous, notre souhait était de les habiller, de les rendre un peu plus esthétiques, et le laboratoire ETIS s'est rapproché pour cela d'une licence professionnelle qui est également à l'université de Cergy-Pontoise, qui s'appelle la licence des métiers du numérique, infographie, patrimoine, visualisation et modélisation 3D, et qui a été lancée depuis quelques années par Nicolas Prignotakis, qui est un expert de la modélisation 3D et notamment de la reconstitution faciale. Je crois qu'il a travaillé, peut-être que vous avez vu les reconstitutions faciales de Robespierre, entre autres, et c'est lui qui travaille sur les reconstitutions faciales à partir des crânes pour faire des modèles 3D. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'est absolument pas une société privée comme Aristeas, que vous connaissez peut-être, qui a pu faire des très très belles reconstitutions dans le cadre de documentaires télévisés et qui a l'habitude, ou qui fait des livres chez Honoré Clair, La Ménagerie, etc., ou un certain nombre d'ouvrages dont c'est le métier. Là, le but, c'est un travail d'étudiant qui est de mettre en place, de partir des documents qu'on leur donne, des numérisations que le laboratoire ETIS leur donne, et eux ont un travail à habiller en fonction de tous les documents qu'on peut leur fournir, à la fois en termes d'élévation tels que vous avez pu les voir tout à l'heure, qui sont conservés soit à la Bibliothèque nationale, le plus souvent d'ailleurs à la Bibliothèque nationale qu'aux Archives nationales, et qui travaillent après par association d'idées, par équivalence, comme on pourra le voir par la suite. Donc il y a eu un premier projet qui a été fait sur tout cet ensemble de l'appartement du roi, et dont le but était de reconstituer la galerie Mignard, que vous avez peut-être vu par ailleurs. Et là, je te laisse peut-être la parole pour évoquer plus précisément le projet. Oui. Alors, le but était de recréer donc, cet appartement de collectionneur de Louis XIV qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas plus dans sa forme complète. Pour vous donner une petite idée, voilà, c'est cet enchaînement qui part de la chambre de Louis XV jusqu'aujourd'hui à la salle à manger des porcelaines. La petite galerie dite de Mignard partait de la pièce de la vaisselle d'or, passait par la bibliothèque de Louis XVI, puis allait jusqu'à la salle à manger des porcelaines. Pour vous donner une petite idée de son étendue, tout ça a bougé lorsque Louis XV décide de détruire l'escalier des ambassadeurs pour aménager justement ces pièces que l'on connaît aujourd'hui. Et le but que l'on a vu dans cette modélisation et dans cet habillage, c'est de recréer un endroit qui n'existe plus et qui donc qui a existé. Ces trois pièces, vous les connaissez donc. Le premier salon de la petite galerie, c'est donc la pièce de la vaisselle d'or. La galerie en elle-même, c'est la bibliothèque de Louis XVI. Et donc le second salon, qui fermait cette partie, c'était la salle à manger aux porcelaines. Le but donc, c'est recréer un espace disparu, c'est d'aller au-delà du modèle 3D créé par ETIS, qui est déjà une chose, mais voilà, et de créer un objet en réalité virtuelle qui doit permettre de en fait, visiter ces espaces. Alors comment tout ça a fonctionné? Le centre de recherche d'abord a dû trouver un plan pour fournir à ETIS et pour faire le modèle 3D, un plan qui soit cohérent en termes de représentation. Il fallait qu'il y ait la petite galerie, il fallait qu'il y ait l'appartement de collectionneur. Il fallait aussi que ça soit cohérent avec les élévations qu'on allait pouvoir leur proposer pour pouvoir décorer ces lieux. Donc il a fallu trouver ce plan que vous avez ici, qui correspond à peu près à un état fin 17e, début 18e. Et à partir de celui-ci, ETIS a créé ce modèle 3D qu'il a pu fournir aux élèves. De notre côté, on a retrouvé toutes les élévations, donc du décor, de toutes ces pièces, alors que l'on ne possédait pas toujours. Donc parfois, vous allez le voir, on avait juste un côté, ça c'est les hasards de la conservation et aussi certainement de la représentation. Et pour pouvoir fournir aux élèves ceci, quelque chose d'extrêmement précis pour qu'ils sachent
quelles images représentent quel mur et selon quelle orientation, pour qu'eux puissent après travailler à la recréation de ces pièces. Comment ils procèdent? Eh bien, ils sont venus à Versailles. On est sur des zones donc, qui ont disparu. Comment faire? Eh bien, ils viennent et ils prennent des équivalences. Ils prennent en photo beaucoup de choses. Ils font de la photogrammétrie. La photogrammétrie, si vous prenez votre appareil photo, vous prenez en rafale un immense nombre de photos en suivant un objet comme ceci, et un logiciel après va recomposer l'objet en 3 dimensions à partir de vos photographies. Donc, ils utilisent ces systèmes-là. Ça permet ce que vous voyez sur la droite, de recréer des moulures, par exemple. Ils utilisent aussi des systèmes de sculpture en 3 dimensions. Ça leur permet de faire les modèles que vous avez à gauche en partant d'une image et en recréant à droite la modélisation. Le commencement de l'habillage, voilà ce que ça donne dans un logiciel de création 3D. Habillage avec les fenêtres, avec tout ce qui est pilastres, décors, etc. C'est un travail que l'on fait aussi, nous, de notre côté, en termes de support scientifique. Parce que, mine de rien, quand vous avez une élévation, est-ce que vous vous trouvez face à quelque chose de concave, de plat, etc. Est-ce qu'il y a du relief? Donc, ce sont de grandes discussions avec les élèves à ce sujet. Ce sont aussi la mise à disposition de choses que le centre de recherche a pu initier il y a quelques années, notamment avec son groupe de recherche sur Versailles. Il y a quelques années, on avait donné à faire un mémoire sur le petit appartement de Louis XIV à Versailles par Mathieu Lette, où il avait travaillé à retrouver les emplacements des tableaux. Donc en fait, ça nous a servi à ainsi leur donner les emplacements des tableaux et à leur livrer les numérisations des tableaux pour qu'ils puissent les replacer dans le modèle 3D. Et voilà le résultat. Alors vous avez ici un rendu dit 360 degrés sur 2 pièces, le cabinet ovale et la pièce des coquilles, qui étaient 2 des pièces présentes dans cet appartement de collectionneur. Sachant que nous avons calqué des éléments qui sont à la fois le cabinet des coquilles de 1692 et des projets. Donc ce ne sont pas forcément dans les pièces, vous avez 1692, vous avez un état antérieur, 84, etc. En tout cas, vous voyez le travail qu'ils ont fait pour réaliser le type. Et là, tous les tableaux que vous avez, qui sont maintenant la plupart au Louvre, étaient les tableaux qui sont parfaitement documentés de la Galerie du Roi et qui sont, par Mathieu Lette, ont été identifiés comme étant à tel et tel endroit. Donc là, autant si on est sur des restitutions, des reconstitutions, vous allez le voir quand on va arriver dans la petite galerie à proprement parler, on est avec des éléments qui sont tout à fait documentés, non seulement en ce qui concerne les sols et la voûte, puisqu'on a les documents exacts, tandis que là, on n'avait que des coupes, des élévations, et que c'est là c'est le projet de 1684, donc qui n'a pas été réalisé, mais pour lesquels on a à la fois le sol et la voûte qu'on verra tout à l'heure. Alors là, on nous a dit que le bleu était trop bleu pour le lapis lazuli, évidemment, mais c'est, je le rappelle, c'est un travail. Il faut avoir aussi à l'idée qu'aujourd'hui, on connaît les appartements au château, les appartements du roi, dans quelque chose des boiseries blanches, or. On est dans un premier Versailles extrêmement flamboyant, où vous n'avez que écailles de tortue, lapis lazuli bleu et miroir. C'est quelque chose à laquelle on n'est plus habitué du tout, en fait, visuellement. Et c'était là où c'était un vrai choc de pouvoir revoir ces pièces recréées de cette telle manière, c'est de pouvoir se rendre compte ce que pouvait être ce premier Versailles. Donc ça, c'est un véritable document qui était en noir et blanc et qui a été interprété pour les couleurs par rapport au type de plafond qu'il y avait à l'époque, sachant que le document était... En revanche, ça, c'est le vrai document au sol de la marqueterie. Que vous avez vu tout à l'heure à la BNF.
Alors là, c'est une vidéo qui a été mise en place pour être visualisée. Néanmoins, on a la possibilité, quand on a un logiciel 3D, de pouvoir naviguer soi-même à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, on l'a fait avec des masques de réalité virtuelle. Et donc, vous marchez à l'intérieur, vous circulez à l'intérieur de la galerie. Donc là, le but, c'était de partir d'un lieu qui avait existé et qui avait été progressivement détruit à partir des années 1730 jusqu'à sa destruction complète en 1752. Il y a eu un deuxième projet qui était de partir d'éléments toujours existants, en l'occurrence l'appartement du roi, au débouché de l'escalier de la reine jusqu'au cabinet du conseil. Ça, c'était la deuxième année. Le résultat n'a pas été concluant, donc on ne vous le montrera pas parce que le résultat 3D n'était pas concluant, en tout cas à l'habillage. Et au cours de la troisième année, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est un total projet qui n'a jamais existé. Donc comme ça, on aura testé à la fois quelque chose qui a existé, qui n'existe plus, quelque chose de toujours existant, mais c'est ce qu'on va faire aussi cette année, Benjamin vous le dira, et un projet qui n'a jamais existé auquel on donne vie. Voilà, alors c'était quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est de modéliser un projet. Et alors un projet un peu particulier parce qu'en fait, à la toute fin du règne de Louis XV, Madame du Barry souhaite créer pour, je dirais, le divertissement du roi, un tout petit théâtre au niveau de son appartement. Et lance pour ça le travail au niveau des bâtiments du roi pour créer des plans, des élévations, des choses pour créer ce petit théâtre. Ça ne sera jamais achevé parce que Louis XV décède. C'est pour ça que c'est resté dans les cartons. L'immense intérêt pour nous, c'est que nous avions à la fois un plan, je veux dire d'une très très bonne exécution, toisé, donc nous avions les dimensions. Nous avions aussi de quoi comparer, puisqu'ici, si je vous le superpose avec un plan actuel, donc vous avez à l'horizontale, qui se termine par le pavillon, l'entrée Gabriel, pavillon Gabriel, l'aile Gabriel. Et sur la gauche, la fin des appartements de Madame du Barry et le retour à la verticale, le plafond du salon d'Hercule. Pour vous situer. Donc, vous voyez un peu, c'était un tout petit théâtre qui était projeté à cet endroit-là. L'immense intérêt en plus du plan, c'est que nous avions un profil de la scène, profil de la salle, de la loge et des dégagements pour pouvoir rejoindre l'appartement de Madame du Barry. Alors, pour vous donner une petite idée, nous sommes à ce niveau-là. Donc, nous sommes scène, salle plus loge à l'intérieur du dernier pavillon de l'aile Gabriel. Et en décrocher un cran en dessous, on rattrape les appartements dans les parties plus anciennes. L'immense intérêt donc, c'est que nous avions des élévations assez poussées, donc avec un peu de décor. Ici, vous avez la loge royale et en bas, les gradins. Vous avez ici la scène, avec même une esquisse au fond de décor. Vous avez le profil de la salle en général, avec les pilastres, etc. Donc ça permettait vraiment de donner aux étudiants du grain à moudre pour reconstituer visuellement tous ces éléments. Ils ont particulièrement bien réussi à mettre en œuvre tout cela, puisqu'ils nous ont donné en fin juin dernier le modèle 3D de ce théâtre qui finalement n'a jamais existé. Et on va pouvoir vous montrer maintenant la vidéo un peu équivalente à celle de la Galerie Mignard, la déployer. Et simplement pour vous dire aussi l'intérêt de ces modèles 3D, ce qu'on expliquait au départ, c'est qu'on se rend compte de certaines incohérences que soulèvent les plans, puisque les étudiantes, puisqu'en l'occurrence il n'y avait que des étudiantes, ont soulevé les problèmes de savoir, des problèmes de gradins notamment, qui venaient se mettre devant la loge du roi. Et donc, on se rend compte qu'en modélisant et en rendant la chose visible, il y a des incohérences de plan, puisqu'elle nous pose des questions. On dit on ne peut pas avoir des gradins devant le roi, et des choses comme ça. Donc, elle pose des bonnes questions
qu'on ne soupçonne pas tant qu'on n'a pas tenté la reconstitution. La reconstitution, notamment parce qu'on s'est rendu compte que le plan au sol était faux, parce que quand vous commencez à le mettre sur le plan actuel, c'est impossible. Donc vous vous rendez compte qu'il a été mal fait. Vous commencez aussi à avoir envie de positionner les éléments, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Et en fait, ça documente la manière dont on travaillait à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prévoir dans le détail comment les choses vont se mettre en place. C'est l'idée générale, et ça c'est un travail qu'il a été possible de faire grâce à Raphaël Masson, qui aujourd'hui est en charge notamment du Théâtre de la Reine et de l'Opéra Royal, de comprendre comme ça comment les choses se passaient à l'époque quand on lance une idée, aussi folle soit-elle, que de faire un mini-théâtre. On est très exactement au-dessus de la salle des États généraux. Oui. Alors là encore, pour tout ce qui est décor, on a fonctionné à partir d'équivalents et de ce qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, ce qu'il y aura 5 ou 6 ans après au Théâtre de la Reine, quelques années plus tard au Théâtre de la Reine, ou même pour ce qui est des appliques à l'opéra d'ailleurs, ce qui est à l'opéra, et les appliques et tous les systèmes, les boiseries que vous voyez, ce sont des équivalents de l'époque à partir de, vous avez vu, en fait on avait 3 ou 4 plans entre les coupes, plans, élévation. Mais après, c'est une interprétation. En revanche, les volumes, toutes les problématiques de vue depuis la loge et des gradins ont été envisagées à partir des plans. C'est vrai que si, de prime abord, se dire que faire une reconstitution 3D peut être un peu hasardeuse en termes de restitution, mine de rien, ce sont des discussions sur la lumière. Où mettons de la lumière pour les dégagements, pour la salle? Est-ce que ça suffit? Et ce que permet la modélisation 3D aussi, c'est de se dire, voilà, on a un bras de lumière avec telle puissance équivalente à un bras de lumière classique. Vous en mettez un et vous vous retrouvez dans le noir. Donc, c'est pas possible. Et vous tâtonnez, et c'est comme ça qu'on peut commencer à comprendre comment fonctionne la scène, la salle, et tous les éclairages des décors. Ici, c'est un décor qui est celui de la forêt et qui est au Théâtre de la Reine, normalement. Et les élèves ont repris le système d'éclairage tel qu'il est au Théâtre de la Reine, c'est-à-dire derrière les châssis. Donc ça aussi, vous l'avez sous forme de réalité augmentée avec le casque. On peut voilà, pour des raisons de présentation, ils peuvent faire une vidéo très facilement. Et pour des questions, voilà, pour comprendre un peu comment les choses étaient et quand on se met à niveau de hauteur d'homme au sein du théâtre, qu'est-ce que l'on voit ? Et donc, pour conclure, on vous a montré quelques applications qui ont été faites. On a développé un blog qui s'appelle Verspera, que vous trouverez sur verspera.fr, sur lequel vous retrouverez ces 2 vidéos notamment, et vous retrouverez un certain nombre d'articles qui vous tiennent informés d'où nous en sommes et des différentes publications qu'il y a par ailleurs dans la presse ou des publications scientifiques, et notamment qui vous renverra aussi sur la banque d'images pour pouvoir consulter les plans si ça vous intéresse. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire. Donc on vous remercie de votre attention et surtout pour ce côté un peu technique par certains aspects, mais en tout cas on espère que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup.